Bonjour et merci d'être venu sur la chaîne d'Al Palato. Donc, ma première question, j'aimerais demander ton enfance. J'aimerais commencer notre interview de ton enfance. Donc, ton enfance s'est passée à Genève? Écoute, ça dépend. Je suis né à Londres et j'ai passé les premiers 6 mois de ma vie chez ma marraine. Ma mère était très anglophile. Elle aimait beaucoup les Anglais et à la fin de la guerre, elle a décidé, comme mon père était au Japon, d'accoucher à Londres pour que moi je puisse obtenir ius sanguinis, la nationalité britannique. Et je suis donc né à Londres et j'ai gardé la nationalité suisse et britannique jusqu'à ce que j'entre au département des affaires étrangères, parce que comme diplomate, tu ne peux pas avoir 2 nationalités. Tu dois avoir une seule nationalité, alors j'ai dû renoncer à ma nationalité britannique. Et en général, comment s'est passée ton enfance? C'était heureuse? Écoute, oui, le problème c'est que mon père était très occupé, parce qu'il avait au fond 2 chapeaux. Il était vice-président du Comité international de la Croix-Rouge et il était chef d'un département d'anesthésiologie à l'hôpital cantonal. Alors, il travaillait 18 heures par jour. Et en fait, mes souvenirs d'enfance, c'est que mon père partait très tôt pour aller à l'hôpital et il me déposait à l'école internationale où j'étais élève, et c'était toujours à 7 heures du matin, donc 2 heures avant que les autres élèves arrivent. Et je me souviens de rester tout seul avec les nettoyeurs, avec les personnes qui s'occupaient de l'infrastructure de l'école Int. Mais ça a été une période bien sûr heureuse. Tu sais, quand tu es un enfant, si tu n'es pas maltraité, si tu n'as pas faim, si tu n'es pas dans un pays en guerre, la vie est relativement belle. Et c'était le cas pour moi. Donc tu as eu ton éducation pas en Suisse, ailleurs donc? Alors j'ai commencé mon éducation en Angleterre parce que mon père a eu un gros problème de santé. Il était, peut-être le problème de santé était lié au fait qu'il a eu l'irradiation à Hiroshima lorsqu'il est allé à Hiroshima juste à la fin de la guerre. Et en tout cas, il avait une santé qui était pas très bonne et il a eu une grosse opération dans les années 50 où il a fallu qu'il renonce à travailler comme chirurgien, parce qu'un chirurgien doit être debout, et lui ne pouvait pas rester debout pendant très longtemps. Alors, il est parti en Angleterre, et on a vécu 2 ans à Londres, où il a fait des études d'anesthésiologie pour pouvoir travailler comme médecin en étant assis. Et l'anesthésiologie, c'était la seule discipline où le médecin pouvait rester assis. Et bon, il a fait ses études, donc je suis devenu tout à fait bilingue entre l'anglais et le français. Et au fond, ça a été une période intéressante de ma vie. Quand je suis arrivé en Angleterre, j'avais 3 ans et demi. On avait vécu en Chine parce que mon père, à la fin de la guerre, avait plus de travail pour le CICR et il est allé voir Maurice Pate, qui était le directeur de l'UNICEF à New York, qui lui a proposé de devenir le chef de l'UNICEF pour la Chine. Et il a travaillé en Chine. On a été d'abord à Beijing, ensuite à Nanking, et on a fini au fond à l'époque où Mao était en train de prendre le pouvoir et où naturellement il n'a plus pu continuer à travailler là-bas. Mais quand je suis arrivé à Londres, je ne savais pas utiliser un couteau et une fourchette.
je n'avais que des baguettes et il fallait qu'on me coupe la nourriture en petits morceaux pour que je puisse utiliser les baguettes pour manger. Donc, tu vois, j'ai eu au fond une enfance où j'étais un peu ballotté d'un endroit à un autre, mais au fond une enfance heureuse parce que ma mère était une personne exceptionnelle. Elle était d'une grande intelligence et surtout d'une intelligence émotionnelle très grande. Et au fond, même si mon père était surchargé de travail, il arrivait quand même à s'occuper de moi. Et au fond, ça a été des très belles années. Mais tu sais, mon père est mort quand j'étais très jeune. Et en fait, la chose curieuse, c'est que lui a perdu son père aussi quand il avait 14 ans. Et moi, ça m'est arrivé aussi à la même époque. Mon père donc, est mort en 1961. Moi, je suis né en 1945. Donc, tu vois, j'avais à peu près le même âge que lui avait quand son père est mort. Et naturellement, ça laisse un vide terrible. Et au fond, j'ai toujours regretté de ne pas avoir pu profiter davantage de l'expérience de mon père et de savoir... Bon, heureusement, il a écrit un livre, Le Troisième Combattant, tu peux le voir ici dans la bibliothèque, et ça reste un livre qui est un témoignage de tout ce qu'il a fait entre 1935, la guerre d'Éthiopie, la guerre civile espagnole et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce livre a été, au fond, une façon pour lui de communiquer son expérience. Et naturellement, moi, j'ai été le premier bénéficiaire. Et mais mon père m'a terriblement manqué. Donc, par exemple, après l'école primaire, tu as fait quoi? Alors, j'étais à l'école internationale à Genève et quand mon père est mort, ma mère a eu la possibilité d'enseigner le français à l'école internationale. Et parce que naturellement, on n'avait plus de revenus et c'était très difficile pour elle. Heureusement, elle a eu une petite pension que le comité international de la Croix-Rouge lui a donnée, mais il fallait qu'elle travaille. Et en fait, elle a travaillé comme professeure de français du côté anglais de l'école internationale, et elle a eu une grosse difficulté, parce qu'elle enseignait en utilisant des bandes dessinées et du matériel que les enfants appréciaient tellement qu'à la fin de l'année, ils étaient tellement avancés par rapport aux autres que l'administration de l'école lui a dit « Écoutez, madame, arrêtez un peu, n'enseignez pas autant, parce que sinon, les enfants sont décalés par rapport à tous les autres. » Mais voilà. Donc, après l'école, tu as commencé à préparer pour aller à l'université, c'est ça? Oui, mais au fond, le problème, c'est que ma mère est morte quand j'étais à l'université et je me suis retrouvé tout seul et, parce que je n'ai pas de frères et de sœurs. Et en fait, ça a été une période très compliquée pour moi parce que pendant une année, j'ai été tout seul à préparer l'examen d'entrée au département des affaires étrangères. Parce que bien sûr, j'étais très tenté de continuer sur la voie de mon père et de travailler pour la Croix-Rouge. Mais en fait, je savais que c'était impossible parce que les traces que mon père avait laissées étaient tellement marquantes, il était tellement connu que je savais que je serais toujours le fils de mon père. Je ne serais pas moi, je serais le fils de mon père. Et j'ai voulu, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir diplomate et de faire une carrière différente, parce que je voulais justement me distinguer par rapport à lui. Ah, juste à cause de ça? À cause de ça, je suis devenu diplomate. Par exemple, tu étais un fils unique donc, n'est-ce pas? Fils unique, oui. Naturellement,
Bon, j'avais 14 ans quand mon père est mort. Je n'étais pas particulièrement chouchouté. Je crois que mes parents, justement, pensaient que c'était mieux d'avoir une éducation relativement stricte. Et j'ai jamais eu l'impression d'être singularisé comme une personne exceptionnelle. Mais voilà, on avait cette maison à Lullier qui était... c'est mon père qui avait acheté la maison et je l'ai gardée jusqu'à il y a 2 ans quand malheureusement j'ai dû la vendre. Oui, c'est ça, c'est la vie. C'est la vie. Mais pour toi, c'est beaucoup de nostalgie, beaucoup de... Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, peut-être, je pourrais te raconter 1 ou 2 anecdotes de l'époque où mon père était vivant. Je me souviens qu'un jour, ma mère, on sonne à la porte et elle a vu un fleuriste. Et le fleuriste avait 50 roses dans un bouquet pour elle. Et elle s'est dit, mais qui est le fou qui m'a envoyé 50 roses? Et quand mon père est rentré de son travail à l'hôpital et au CICR, ma mère lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est que ces roses que j'ai obtenues? Et mon père a répondu, écoute, c'est une histoire assez marrante. Quand j'étais en Espagne pendant la guerre civile espagnole, un soir que je remontais sur Perpignan pour aller chercher des réserves de médecine et de produits pharmaceutiques, dans les phares de la voiture, en remontant le Pertus pour aller à Perpignan, j'ai vu un bras qui dépassait du caniveau. Et je me suis dit, mais il faut que je m'arrête. Et il a vu que c'était un soldat inconscient, blessé, et il ne pouvait pas le laisser là. Alors, à l'époque, il avait une voiture qui avait c'était une grosse voiture, et il y avait un siège arrière, où dessous il y avait un espace. Alors il a soulevé le siège, il a mis le monsieur dans l'espace, et il est parti, il a traversé la frontière, et il l'a amené à Perpignan, à l'hôpital. Et à l'hôpital, il a dit, écoutez, je l'ai trouvé sur la route venant d'Espagne, occupez-vous de lui. Et naturellement, il connaissait mon père. Alors, bon, mon père a oublié l'histoire pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et un jour, un monsieur est arrivé au CICR et a raconté l'histoire. Et ils ont tous dit, mais ça devait être le docteur Junot. Parce qu'il n'y avait personne d'autre comme chef de délégation qui allait à Perpignan. Et le type a dit, mais il m'a sauvé la vie et j'aimerais le rencontrer. Alors, ils lui ont donné le numéro de téléphone de mon père. Et ce soir-là, c'est ce monsieur qui était un Espagnol, mais qui avait émigré aux États-Unis à la fin de la guerre civile espagnole. Et il avait fait fortune aux États-Unis. Je suis désolé, c'est le coucou. Voilà. Oui. Alors, ce monsieur qui avait été aux États-Unis et avait fait fortune là-bas, un jour il est revenu en Europe et il est allé au CICR et il a dit « Qui m'a sauvé la vie ?» Et naturellement, ils ont dit « Ça devait être le docteur Junot » parce que c'était la seule personne qui était sur cette route entre Perpignan et la Catalogne. Et ce soir-là, ce monsieur espagnol est venu manger à la maison. Et ma mère avait dû couper les roses et faire 5 bouquets différents parce que dans la maison de paysanne qu'on habitait, les plafonds étaient bas et c'était pas possible de mettre des roses de 1 mètre de haut. Enfin,
lui est resté en contact avec mon père pendant un certain temps. Et c'est une histoire qui a marqué toute mon enfance. J'aimerais demander une histoire triste et drôle, par exemple. Tu sais, juste dehors ici, il y a un grand arbre. Et les paysans, au printemps, ils détruisaient les nids des pies. Parce que les pies étaient considérées des oiseaux qui causaient des dommages aux récoltes. Et ma mère était furieuse que les paysans tuent les petits. Et un jour, elle est allée et elle a récupéré un bébé pie. Et la chose, c'est que ces animaux sont très intelligents. Et mon père a été très amusé par le fait qu'on avait adopté une pie. Et la pie, la première qu'on a eue, parce qu'on en a eu 3, la première était très mélomane. Et comme mon père jouait au piano, la pie sautillait sur le piano pour faire de la musique. Mon père l'appréciait beaucoup. La seconde pie, c'était moins drôle. Elle allait dans le village, chez les paysans. Et il y en a un qui était très sympathique. Et pendant le repas, il lui a donné des haricots verts. Et la pie prenait le haricot vert et s'envolait avec. Et le paysan s'est dit, mais elle va la manger quelque part. Et non. Le soir, quand il est allé se coucher, il a découvert tout un stock de haricots verts sous l'oreiller de son lit, où la pie l'avait caché pour pouvoir les manger tranquillement par la suite. Donc, mon père avait vraiment beaucoup de facilité avec les animaux. Quand il était étudiant à l'école, il avait un lézard apprivoisé qui s'appelait Chilpéric. Et il a vécu avec ce lézard apprivoisé pendant très longtemps. Donc tu vois, il avait un rapport pas seulement avec les êtres humains, mais avec les animaux aussi. Et je crois que ça, c'est peut-être la deuxième anecdote que je peux te raconter. Et ton père, il a étudié Institut de médecine en Suisse, ici? Oui, il a fait ses études de médecine. Heureusement, il avait un oncle qui était plus fortuné et qui lui a payé les études. Et mon père lui a remboursé les études après. Et il a fait ses études à Genève et ensuite à Mulhouse. Et au fond, il était chef de clinique à Mulhouse en chirurgie quand il a eu un coup de téléphone d'un ami au CICR qui lui a dit « Tiens, au CICR, on cherche un médecin pour aller en Éthiopie pour voir un peu... Oh, une mission très courte, quelques semaines. » Et il a été, et il est resté 10 ans au service du CICR. Et la médecine était comment en général en Suisse? L'état de médecine, comment tu imagines? Écoute, l'état de la médecine était relativement avancé, mais tu sais que de toute façon, les grands progrès de la médecine, c'est toujours à l'époque des guerres. Parce que, au fond, c'est là où la médecine fait des bonds en avant, parce qu'on découvre des tas de choses en ayant l'occasion de soigner des malades et des blessés de guerre. Mais bon, mais mon père était un médecin dans l'âme. Il n'a jamais été autre chose qu'un médecin. Et quand il est sorti du CICR, il a eu ces 3 années où il a travaillé pour l'UNICEF en Chine. Mais ensuite, quand il est revenu qu'il a eu ce gros problème de santé, il a voulu revenir à la médecine et il a été anesthésiste à l'hôpital cantonal. Il a créé le département d'anesthésiologie de l'hôpital cantonal et il était vraiment un médecin dans l'âme. Il était chirurgien en général. Oui. À l'origine, il était chirurgien. Mais naturellement, il ne pouvait pas, quand il a été avec cette grosse opération, rester debout.
Alors c'est pour ça qu'il s'est spécialisé en anesthésiologie, parce que c'était la seule discipline médicale où il pouvait travailler assis. Et c'est comme ça qu'il a continué à travailler comme médecin jusqu'à la fin de sa vie. Par exemple, l'hôpital cantonal HUJ, il existait à ce moment-là? Bien sûr, l'hôpital cantonal existe depuis très longtemps, mais ils n'avaient pas de département pour l'anesthésiologie. Chaque chirurgien avait un anesthésiste attitré qui faisait l'anesthésie quand le chirurgien faisait une opération. Et mon père a dit, mais c'est un système stupide, il faut avoir une série d'anesthésistes qui peuvent s'interchanger pour travailler avec les chirurgiens d'une façon beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça qu'il a créé le département d'anesthésiologie à l'hôpital cantonal. Et ton père, il avait ses frères, ses sœurs? Oui, bien sûr, oui, c'était une grande famille. Et ils étaient 7 enfants, mais bon, j'ai toujours gardé des contacts avec certains d'entre eux, mais on n'a jamais été particulièrement proches. C'est comme ça. Et j'aimerais revenir de toi, par exemple, pour toi, à partir de quel âge ton carrière a commencé, par exemple, dans diplomatie? Écoute, c'était en 1972 que je suis entré au département des affaires étrangères et on faisait à l'époque un stage pendant 2 ans. La première année, on était 6 mois dans les services centraux et 6 mois à l'Institut des hautes études internationales. Et puis ensuite, on partait 1 année à l'étranger. Et mon année à l'étranger, je l'ai faite au Danemark. Parce que, naturellement, mon allemand, comme j'avais été à l'école internationale, mon anglais était parfait, mais je ne savais pas l'allemand. Donc, comme diplomate suisse, il fallait que je sache l'allemand. Et alors, ils m'ont dit, oui, on va vous envoyer dans un pays de langue allemande pour faire votre stage. Comme ça, vous aurez 1 année pour apprendre l'allemand. Et ensuite, quand ils m'ont dit que je partais au Danemark, j'ai dit, mais le Danemark, mais on ne parle pas l'allemand au Danemark. Et ils m'ont dit, non, non, mais oui, il y a une petite minorité de Danois dans le Schleswig-Holstein, la partie au sud du Danemark, qui parle allemand. Et j'ai dit, oui, mais ça ne va pas m'être utile. Et ils m'ont dit, bon, vous étudierez l'allemand à la maison. Et quand je suis arrivé à la fin de mon stage, le chef des stagiaires m'a dit, écoutez, monsieur Junot, il n'y a pas de problème. Voici un dictionnaire. Vous devez faire une traduction en allemand. Si vous avez un problème de compréhension, téléphonez-moi. Alors bon, il voulait que je passe. Mais voilà, c'était comme ça. Donc après, tu as changé ta profession ou tu restes tout? Non, je suis resté comme diplomate. J'ai été au fond dans 5 pays. Le premier, c'était l'Argentine. Ensuite, j'ai été envoyé en Angleterre, ce qui était pour moi pas du tout exotique, vu que je suis né en Angleterre. Et ensuite de là, j'ai été envoyé en Suède, mais pour la conférence sur le désarmement en Europe. Et de là, j'étais en Colombie. Et puis de Colombie, j'ai été envoyé à Ankara. Et après la Turquie, j'ai été transféré en Yougoslavie. Et c'était au moment où la Yougoslavie était en train de tomber en morceaux avec Milosevic qui régnait sur la Serbie d'une façon assez épouvantable. Mais bon, j'ai essayé de défendre les intérêts de la Suisse, mais le chef du département des affaires étrangères, c'était à l'époque M. Coty. Et j'ai trouvé qu'il avait une politique complètement abandonnant la neutralité. Il était contre la Serbie et je trouvais ça parfaitement ridicule
pour un pays comme la Suisse, qui justement a pour principe d'être neutre et de garder la neutralité. Alors, je me suis bagarré avec M. Coty, et quand on se bagarre avec le chef du département, on quitte le département. Et j'ai quitté le département et j'ai trouvé du travail très peu de temps après, heureusement pour l'Agacan, dans un domaine culturel qui, au fond, était peut-être plus intéressant que la diplomatie, qui est devenue un travail très administratif et fait de capitale à capitale. Les ambassades ne servent pratiquement plus à rien. Mhm. Est-ce que tu pensais d'écrire un livre comme ton père, par exemple, de toute ta vie? Non, non, écoute, je ne crois pas que ma vie ait été suffisamment palpitante pour écrire un livre. Je crois que ça, je le laisse à d'autres personnes. J'ai écrit pas mal de choses, mais j'ai écrit sur des sujets comme les ex-libris, qui sont une passion pour moi. Et j'ai écrit plusieurs ouvrages, mais scientifiques. Exactement. Tu peux me parler un petit peu de tes intérêts, hobbies? Oui. Oui, au fond, j'ai commencé à m'intéresser aux ex-libris, qui sont les marques de propriété de livres, quand j'avais 17 ans. Et ça m'a accompagné pendant toute ma vie. Et maintenant, je vais avoir 80 ans au mois d'octobre. Et je pense que je cesserai de collectionner les ex-libris et je vendrai la collection. Magnifique. J'en ai à peu près 100 000, ce qui est un nombre considérable. Et donc, en parlant de ton enfance, enfance de tes parents, donc nous pouvons refléter l'histoire de Genève, l'histoire de Suisse. Donc, tu peux nous parler de l'enfance de ton père qui s'est passé à Genève ou à Neuchâtel? Neuchâtel. 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 Mais tu sais, il y avait une loi comme quoi si une femme devenait veuve, elle perdait son mari, les enfants mineurs récupéraient, si elle retournait dans son canton d'origine, les mineurs récupéraient la nationalité de la mère. Donc mon père, qui avait 15 ans à l'époque quand ma grand-mère est revenue à Genève, lui a obtenu le droit de bourgeoisie de Genève. Et c'est pour ça que et lui avait sur son passeport Genève et Linières-Neuchâtel, les deux droits de bourgeoisie communes. C'était une chose qui n'existe plus aujourd'hui. La législation change. Exactement. Donc, ton père, il t'a parlé souvent de son enfance? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Tu sais, il vivait dans le présent. Il vivait surtout dans le présent avec... bon, il a fait plusieurs missions pour le CICR quand moi j'étais encore petit, mais il travaillait comme vice-président de la Croix-Rouge et en même temps comme médecin. Donc il n'avait pas vraiment beaucoup de temps pour raconter les anecdotes d'enfance. Et par exemple, quelles étaient les préoccupations principales de la jeunesse à la Suisse au moment où ton père était jeune ou adulte? Écoute, je suis mal placé pour en parler, parce que au fond, j'ai été élevé beaucoup plus dans un contexte d'international que strictement suisse. Je crois que, bon, bien sûr, je suis quand même suisse d'origine, mais ça ne m'a jamais marqué. J'ai toujours été plutôt pour la citoyenneté universelle, plutôt que le rattachement à un pays, tu vois. C'est peut-être
c'était un défaut pour moi. Mais ça m'a permis de retrouver par la suite, quand j'ai quitté le département des Affaires étrangères, un travail passionnant parce que l'Agacan était en train de créer le musée d'art islamique de Toronto et j'ai beaucoup participé à ça. Et il avait aussi un projet à Zanzibar de créer un musée de l'océan Indien. Et j'ai travaillé pendant 3 ans sur ce projet. Et j'ai fini ensuite par préparer le musée du cheval à Chantilly. Et ça a été beaucoup plus passionnant que mon travail diplomatique. Et est-ce que tu as pensé, par exemple, à ton époque et maintenant, l'État, comment ils préparent des jeunes diplomates? Est-ce que tu es satisfait, par exemple? Avant était différent, maintenant c'est peut-être... Écoute, je crois qu'à l'heure actuelle, la diplomatie est devenue une chose administrative d'État à État. À Berne, les diplomates travaillent directement avec leurs homologues russes ou dans n'importe quel pays, sans vraiment avoir besoin de l'ambassade. Donc les communications ont complètement changé la donne. Avant, tu envoyais un télégramme et tu n'étais pas sûr si le télégramme arriverait. C'était une chose beaucoup plus lente, beaucoup plus déterminée. Maintenant, tu prends le téléphone, tu envoies un email, et quand tu vois les imbécilités que M. Trump se permet de raconter, on les voit tous les jours à la télévision et on les entend en direct. Il veut annexer le Groenland, il veut que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Des notions complètement stupides, complètement aberrantes. Et il se permet, au fond, des commentaires qu'aucun chef d'État intelligent se permettrait de faire, ni dans le passé, ni aujourd'hui. Donc, on vit avec une scène internationale complètement différente, avec un criminel de guerre comme Netanyahou qui extermine les Palestiniens et tue des centaines de milliers de Palestiniens, alors qu'il fait ça uniquement pour se maintenir au pouvoir. Et j'ai beaucoup d'amis israéliens qui sont complètement d'accord avec moi et considèrent que Netanyahou est un criminel de guerre. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Qui peut lui dire maintenant « arrête » ? C'est vraiment, c'est malheureux, il n'y a même pas de l'autorité morale de personnalités aussi importantes que le pape. Il y a un nouveau pape qui a été élu hier. Est-ce que lui aura peut-être la possibilité d'avoir un rôle plus important sur la scène internationale? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas, c'est mystérieux. Quand même, il y a beaucoup de liberté d'expression en Suisse, n'est-ce pas? Est-ce que les médias suisses, ils disent ouvertement des choses comme ça, sur des choses? Oh, tu sais, les médias suisses n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas les testicules pour... les médias sont, à l'heure actuelle, tous victimes de l'argent, les intérêts, les groupes, les différents groupes de pression. Je crois qu'on est dans une époque, malheureusement, très différente de celle qu'on a connue avant. Qu'est-ce qui, selon vous, a conduit le CSR à choisir votre père plutôt qu'un autre? Pourquoi CSR choisit exactement ton père, par exemple? Je crois que c'était un délégué qui était déjà chevronné. Il a commencé en Éthiopie, la guerre civile espagnole, et c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait fait ses preuves. Donc, quand il a fallu trouver quelqu'un pour partir au Japon,
le sort est tombé sur lui. Je crois que c'était un choix logique. Est-ce que vous vous souvenez, son réaction était comment, par exemple, pour aller à l'endroit où il y a beaucoup de risques pour... On ne savait pas à l'époque. Jusqu'au 8 août 1945, on ne savait pas que le Japon aurait une bombe atomique déclenchée sur elle. Donc, il t'a raconté, il est allé quel moyen, en avion ou en bateau? Il est allé en train, avec le Transsibérien. Il a pris 3 mois pour aller au Japon. Et en fait, en Mandchourie, il a eu l'occasion de voir des prisonniers américains et anglais qui étaient dans les mains des Japonais, dont le général Wainwright, qui était le héros de Corregidor, et un des généraux américains les plus importants. Et il a pu donner la nouvelle, quand il est arrivé au Japon, que Wainwright et Percival étaient encore vivants. Et donc, les Américains ont été très heureux d'apprendre la nouvelle. Et c'est pour ça que je crois que quand mon père a demandé que les Américains fournissent 15 tonnes de matériel de secours pour les Japonais à Hiroshima, les Américains ont tout de suite dit oui, parce qu'ils avaient confiance en mon père. Tu sais qu'ils voulaient d'ailleurs donner à mon père la Medal of Liberty, qui est une des plus hautes distinctions des États-Unis. Mais mon père, à l'époque, était encore sous les drapeaux suisses. Et il ne pouvait pas accepter une décoration étrangère. Et c'est pour ça que les Américains n'ont pas pu remettre la Medal of Liberty à mon père. Et en fait, j'en avais parlé à Ben Shadler, qui était le juriste du département des affaires étrangères, qui m'a dit, donc ça c'était il y a 20 ans, c'était bien après la fin de la guerre, il m'a dit qu'il regrettait qu'il ait dû prendre la décision, mais que c'était normal vu que mon père était encore sous les drapeaux en Suisse. En dehors de la guerre, comment votre père décrivait-il sa vie au Japon? Quels souvenirs personnels en gardait-il? Quand il est arrivé à Hiroshima, il y avait un jeune médecin japonais qui l'a guidé à Hiroshima, qui s'appelait Matsunaga. Et Matsunaga, mon père m'a raconté après que Matsunaga disait il faut qu'il pleuvait, mais qu'ils n'étaient pas des tigres en papier. Et mon père a dit, pourquoi des tigres en papier? Et Matsunaga a répondu, parce que les tigres en papier, avec l'eau et la pluie, ils s'abîment. Nous, on n'est pas des tigres en papier, donc on ne s'abîme pas s'il pleut sur nous. Et mon père avait dit, ah, ça c'est une très, très bonne référence. On n'est pas des tigres en papier. Et savez-vous combien de temps au total votre père a passé au Japon pendant sa mission? Écoute, il est arrivé je crois que c'était le 9 août 1945, parce que c'était juste après l'explosion d'Hiroshima et juste avant Nagasaki. Et mon père est resté ensuite jusqu'au mois d'avril l'année suivante pour s'occuper des prisonniers alliés. Parce qu'il y avait un capharnaüm, mais invraisemblable. Il n'y avait pas de liste des prisonniers, on ne savait pas s'ils étaient dans des camps, où ils étaient. Il n'y avait pas un registre
comme les Allemands avaient tenu un registre pour les prisonniers de guerre anglais, français, etc., au Japon, ils n'avaient pas du tout, comme ils n'avaient pas signé les conventions de Genève, ils s'en fichaient complètement. Et au fond, le travail de faire l'analyse des prisonniers européens et américains dans les mains des Japonais, ça a été une énorme tâche pour mon père. Il y a vraiment passé, il ne dormait plus jusqu'en avril 1946, et il est rentré en avril 1946. Et moi j'avais donc, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, moi j'avais 6 mois quand mon père m'a vu pour la première fois. Je te montrerai une photo. Cette mission au Japon a-t-elle eu un impact sur sa santé? En est-il revenu affaibli physiquement ou moralement? Écoute, il était très fatigué. Très fatigué. Très fatigué. On ne saura jamais si, au fond, il est mort très jeune, si c'était à cause d'avoir été exposé aux rayons atomiques ou pas. Mystère. Mais il est mort à 57 ans, et 57 ans, c'est jeune. Et a-t-il reçu la reconnaissance qu'il méritait de la part de l'État? Parce qu'il a consacré sa vie, n'est-ce pas, sa santé. Juste ma question. Quelle reconnaissance? Non, en tout cas pas au niveau de la Suisse. Le CICR lui a rendu hommage quand il est mort. Et il y a eu 3000 télégrammes au moment de la mort de mon père, envoyés par toutes les sociétés nationales de Croix-Rouge et tout. Il y a eu un service d'enterrement à la cathédrale de Genève, où Max Huber, qui était le président du CICR à l'époque, a fait l'éloge de mon père. Et de ce point de vue-là, oui, la Croix-Rouge a reconnu qu'il était exceptionnel comme personne. Il avait contribué à faire avancer le droit humanitaire d'une façon tout à fait exceptionnelle. Mais bon, tu sais, les États n'ont pas de reconnaissance, ils n'ont pas de sentiment. Son livre, Le troisième combattant, donc, a été écrit après quelques temps. En 1946, juste après. Et comment avez-vous réagi lorsque vous avez lu son livre pour la première fois? Y a-t-il des passages qui vous ont particulièrement touché ou bouleversé? Oui, il y a peut-être un passage pendant la guerre civile espagnole où mon père a réussi à faire passer des messages à une personne au sujet de son fils. Et la personne en question lui a répondu: « Écoutez monsieur, j'ai rien d'autre sauf mon bateau, ma barque, je vous en fais cadeau. » Et mon père a dit: « Mais non, bien sûr. » Mais le degré de souffrance des gens, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et je crois que mon père a été... tu sais, 9 personnes sur 10, ils ont la peau tellement dure qu'ils ne sentent pas les choses. Mais tu as une personne sur 10 qui arrive à sentir les choses. Et je crois que lui était une de ces personnes. C'est ça qui était sa qualité. Il avait une écoute, il avait une attention pour l'être humain. Tu sais, comme le médecin avec le stéthoscope qui écoute le cœur, lui il écoutait avec son cœur. Si vous pouviez poser une question à votre père aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait?
je lui demanderais ce qu'il faudrait faire pour arriver à arrêter ces guerres idiotes, ces guerres ridicules qui se produisent en Ukraine, qui se produisent et maintenant il y a l'Inde et le Pakistan qui sont sur le bord de la guerre, et Israël et le Hamas. Le monde est arrivé à un stade où le bouillonnement des tensions est tel que je crois que mon père, je lui demanderais au fond qu'est-ce que lui pense qu'on pourrait faire, mais je pense qu'il n'aurait pas de réponse. Je crois qu'il n'aurait pas de réponse parce que on est désarmé en face de l'horreur. Quand tu vois le nombre d'enfants et de femmes tuées à Gaza, quand tu vois l'insensée cruauté de ces attaques de drones, et au fond la guerre se déshumanise dans le sens que tu as de moins en moins un face-à-face. Avant, tu avais une baïonnette sur ton fusil et tu avais l'autre militaire en face de toi et tu devais le tuer. Maintenant, maintenant c'est devenu, c'est beaucoup plus neutre, c'est beaucoup plus, c'est stérile, c'est propre. Et je ne vois pas comment on arrive à se sortir de ça. Je crois que la phase suivante, ça va être la guerre à travers l'espace, à travers la possibilité de lancer des opérations militaires depuis l'espace. Mais en tout cas, j'avoue que ce ne sera pas pour moi de voir ça, ce sera pour mes enfants. Et je les plains. Je les plains, sérieusement. Bien sûr, il aurait dû fâcher, déçu, bien sûr. Ta réponse était très forte. Et, donc, pour terminer notre conversation de ta famille, qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter en général de la famille, de l'enfance, ou de parents peut-être? Écoute, je crois que la chose qui est intéressante, c'est que au fond, mon père était d'abord médecin, il était neuchâtelois, genevois, mais au fond, il disait toujours la chose de Neuchâtel, c'est qu'on parle le meilleur français de Suisse. Et mon père était très fier de bien parler le français. Parce qu'il disait les mots, il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, c'est là que les problèmes commencent. Et au fond, ma mère était une personne polyglotte, elle parlait l'anglais parfaitement, elle parlait l'italien parfaitement, elle avait une culture très développée. Et mon père, par contre, je me souviens que la présidente de la Croix-Rouge britannique, à l'époque, qui s'appelait Lady Limerick, elle disait toujours que mon père avait un anglais qu'il avait appris dans les romans policiers. C'était en lisant Perry Mason et les romans d'Agatha Christie que mon père avait appris l'anglais. Et que c'était toujours un petit peu difficile d'arriver à communiquer avec lui. Mais au fond, je crois que ça m'a donné, au fond, un sens de l'importance de la communication. Je crois que ça, c'est aujourd'hui le problème numéro un. C'est qu'on communique, mais est-ce qu'on sait ce qu'on communique? Est-ce qu'on est conscient de la portée de la communication?
je crois pas. Je crois pas. Et je crois que ça, c'est le grand danger. C'est le grand danger. Tu vois, par exemple, maintenant, on parle d'une possibilité de conflit entre l'Inde et le Pakistan. Et au fond, ce sont deux pays qui sont nés de la fin du colonialisme britannique. Et au fond, ils ont la même origine ethnique, même si le Pakistan est musulman et l'Inde a un pourcentage de musulmans, mais ils sont essentiellement hindous. Mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre que la paix est plus importante que toute autre chose? C'est ça. Et au fond, on se laisse prendre dans un tourbillon qui monte de plus en plus. C'est très dangereux. C'est très dangereux. En fait, bon, mon père était protestant. Tous les ancêtres du côté de mon père étaient pasteurs ma mère était catholique et la sœur aînée de mon père mettait des tracts contre les mariages mixtes dans la boîte aux lettres de ma mère quand elle était fiancée avec mon père, parce qu'elle désapprouvait, la famille de mon père désapprouvait l'idée d'un mariage mixte. Et je crois qu'on est parti, on est aujourd'hui tellement loin des considérations qu'on pouvait avoir à l'époque. Heureusement. Je crois que moi je suis orthodoxe. Tu sais pourquoi? Parce que mes deux enfants sont orthodoxes. Parce que la mère de mes enfants est serbe. Et donc les enfants ont été élevés comme orthodoxes. Et moi je me suis dit un jour, mais tu es catholique. Et comment tu peux être d'une religion différente de celle de tes enfants? Alors je me suis dit, bon, je ne vais pas demander à mes enfants de devenir catholiques, parce qu'ils vont me dire, va te faire voir. Et en fait, je me suis dit, bon, quelle est la différence entre les orthodoxes et les catholiques? Bon, tu sais, le filioque, le célèbre filioque. C'est au fond une discussion qui est tellement petite, il y a tellement peu de différence entre l'une et l'autre des deux religions que je me suis dit, mais c'est beaucoup plus simple, je deviens orthodoxe. Un point, c'est tout. Et je me trouve très heureux d'être orthodoxe. Avec ta réponse, tu m'as répondu beaucoup pour mes questions. Ça, c'est magnifique, exactement. Je crois que, bon, tout ça, c'est des questions très individuelles, c'est très personnel. Mais je crois que il ne faut jamais s'accrocher à des préjugés. Tu vois, j'ai une très bonne amie qui est indienne et elle est hindoue. Et j'ai parlé avec elle 1000 fois de religion. Et elle me dit, mais pour moi, la religion hindoue me convient. Et je lui ai dit, mais si elle te convient, mais reste hindou. Pourquoi est-ce que tu changerais? Est-ce qu'il faut vraiment essayer de changer les gens? Je ne suis pas pour changer les gens. Avez-vous une idée de regret qui pourrait vous habiter en fin de vie? Ça ne sert à rien de regretter. Ce qui a eu lieu, a eu lieu. Ce qui va se passer, on ne sait pas, mais il se passera de toute façon. Donc, je crois qu'il faut être philosophe.
il faut se dire que si on peut influencer les choses, il faut les influencer d'une façon positive. Mais parfois c'est peut-être plus important de ne pas influencer que d'influencer d'une façon négative.